Elle court, la rumeur jusqu'en politique lundi. Emmanuel Macron a dû expliquer qu'il n'avait pas de double vie. Idem à droite, la rumeur court et même sur le nom de celle ou celui qui aurait informé le Canard enchaîné sur la situation professionnelle de Pénélope Fillon. En politique, la rumeur est-elle une arme contre l'adversaire ou tout simplement une incivilité que s'autorise le citoyen? Je pose ce matin la question au spécialiste français de la rumeur. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour David Abiker. Enseignant-chercheur à l'université de Paris 8, auteur du site Rumeurs et Rumorologie, auteur également de Rumeurs, Histoire et Fantasmes chez Belin. Pascal Froissart, on croyait que la rumeur appartenait aux sociétés traditionnelles et voilà que lundi, Emmanuel Macron doit s'expliquer sur la double vie qu'on lui prêtait et évidemment tordre le cou à la rumeur. C'est assez inédit. C'est assez inédit, c'est assez malin en même temps parce que tous les acteurs ne choisissent pas de révéler les rumeurs sur lesquelles qui courent dans le champ politique. Là, il y a eu un véritable choix. Si j'ai bien compris, il avait été largement préparé par les équipes de campagne de Macron. Mais néanmoins, il est assez rare de voir des démentis. Alors pourquoi est-ce que c'est assez rare? La plupart du temps, c'est parce que les lois sociologiques, disons, ce qu'on a nous étudié dans le passé en matière de sociologie des médias, on le voit très clairement, c'est que si on dément une rumeur, on augmente sa notoriété de manière considérable. Et pourtant là, c'est plutôt l'inverse. Alors au contraire, non, ça a très bien marché. Ça, auparavant, on n'a pas les chiffres là-dessus, mais on avait très peu de. Un de mes collègues, Nicolas Van Der Beest, a calculé le nombre de tweets qui avaient circulé avec cette information-là, Macron-Gallet en parallèle, et ça dépassait pas 10 000 tweets. Et vous vous rendez compte qu'avec simplement 10 000 tweets, on a réussi à faire déclencher une réaction, un plan de communication très large d'un candidat. C'est très peu de tweets pour un effet maximum. Et donc en même temps, la riposte est efficace. La riposte est intéressante parce que sur un plan sociologique, c'est pas bon du tout. Ça a augmenté. Personne n'était au courant en fait. Il y avait 10 000 personnes qui étaient au courant, donc c'est pas beaucoup. Là, maintenant, c'est la France entière qui est au courant. Donc on voit que sur un plan sociologique, c'est un très mauvais calcul. Mais là où il y a un bon calcul probablement, ou en tout cas c'est là ce qui est visé, c'est que sur un plan politique, cela a concentré l'attention médiatique qui était en train de tourner autour d'autres candidats sur le candidat Macron. Il a récupéré le bénéfice de l'attention médiatique autour de cette chose-là. De plus, il l'a fait avec un style très particulier. Et donc là, il y a un double gain d'une certaine manière. D'une part, parce qu'il prend les rires de son côté. D'autre part, parce qu'il met en avant les valeurs de sa candidature. C'est-à-dire un style jeune, un style décontracté, ouvert à ce genre d'avanie du monde politique. Il y a des précédents sous la Ve République, parce que là, on a un exemple de candidat qui décide de prendre la rumeur à bras raccourcis. Il lui tord le cou. C'est pas si fréquent que ça dans l'histoire récente. Non, c'est pas si fréquent. Ça fait même très peur aux candidats de voir comme ça démentir des choses qu'ils veulent cacher. L'un des acteurs politiques qui en avait été le plus frappé, c'était Dominique Baudis, qui était président du CSA et puis qui avait eu une longue carrière politique auparavant et qui avait choisi de démentir comme ça sur une chaîne de grande écoute. On peut dire que ça avait marché. En même temps, on a des chiffres et du coup, on voit aussi le même phénomène. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait 9% de la population française qui était au courant. Après le démenti, sur l'heure de grande écoute, eh bien, il y avait 63% des gens qui étaient au courant. Donc, on voit que ça a fait exploser la notoriété. Oui, mais dans un cas, vous avez très peu de gens très nocifs et très bavards qui sont au courant qu'une rumeur existe. Et après, vous en avez beaucoup plus qui sont au courant qu'elle existait et que le candidat lui a tordu le cou. C'est plus tout à fait pareil. Eh bien, ça se discute parce que si on rentre dans le détail, les 9% au début, ce sont des opposants. Ces gens-là, on sait qu'ils vous aiment pas, en gros. Alors que les 63% après, c'est tout le monde. C'est y compris des gens de son propre camp, à qui vous allez mettre la puce à l'oreille, le doute. Et donc, c'est pas. Non, sur un plan sociologique, c'est pas gagné. C'est pas toujours un calcul gagnant de tordre le cou à la rumeur. Pas toujours. Une autre question, mais alors qui est vieille comme le monde, mais qui est réactualisée par le mot officine, utilisé la semaine dernière par François Fillon, qui dit, voilà, on fait une campagne contre moi, qui a été nourrie dans des officines, ce qui pose la question du lieu où on fabrique les rumeurs, où on fabrique les campagnes. Est-ce qu'on le sait, ça? On sait comment se répètent les rumeurs, mais on ne sait pas exactement à quel endroit elles sont fabriquées. On ne trouve jamais ça. Non, on le trouve assez rarement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a dans une campagne politique, il y a des acteurs politiques. Et les acteurs politiques, c'est d'abord et avant tout à l'intérieur des partis, ou en tout cas des équipes de campagne, il y a des professionnels. Les agences de communication sont embauchées pour faire des plans de com, pour faire des coups de com. Et donc là, on peut imaginer qu'à l'intérieur d'une agence, il y a eu quelque part quelqu'un la semaine dernière qui a dit « Ok, on va faire ça ». C'est possible.
Il y a un deuxième type d'acteurs, c'est les militants. Les militants actifs aussi dans les partis, mais eux, ils sont pas payés, ils sont simplement, ils prêtent leur temps et ils donnent leur temps et ils agissent. Et donc, c'est ces gens-là qu'on voit sur les réseaux sociaux à répondre et à diffuser, à commenter. Et puis, il y a aussi tous les sympathisants, c'est le troisième acteur, hein, tous les sympathisants, c'est-à-dire des gens dans la rue, vous et moi, qui discutons avec nos opinions. Et évidemment, si je suis pro-Fillon, eh bien, je vais discuter de manière positive sur les affaires Fillon. Si je suis contre, je vais probablement lui trouver des poux dans la tête. On parle de la rumeur telle qu'elle est véhiculée par les entourages, par les sympathisants, vous l'avez dit, par les militants. Le citoyen, lui, qui répète, qui dans un dîner vous jure, dur comme fer, qu'effectivement il est avec un homme, qu'elle ne s'appelle pas comme elle s'appelle. Il a une responsabilité. Il a la responsabilité du commentateur. Alors, sur un plan pénal, on pourrait le lui reprocher. Maintenant, c'est dans un cercle généralement familial ou amical. La loi ne s'applique pas. En même temps, moi, je vais vous le dire, je m'en réjouis d'une certaine manière que que les gens puissent discuter comme ça, parce que c'est dans les dictatures qu'on interdit la rumeur. Il y a une loi, par exemple, en Chine, qui interdit, à partir d'un certain nombre de tweets, si votre tweet il dépasse un certain nombre, donc 300 ou 500, je me rappelle plus, eh bien, vous êtes punissable. Vous pouvez passer immédiatement en prison. Tout simplement parce que votre tweet a dépassé la barre fatidique des 300. Donc moi, je préfère en fait nos démocraties un petit peu étranges, un peu bizarres, avec cette espèce de faculté que nous avons de pouvoir nous exprimer, parce que c'est un bon signe de santé démocratique, tout simplement. Pascal Froissart, merci d'avoir été avec nous ce matin, avec nous sur Europe 1. Votre site Rumeur et Rumorologie combat la rumeur là où elle naît souvent aujourd'hui, c'est-à-dire sur Internet. Mais vous avez également publié Rumeurs, Histoire et Fantasmes, c'est paru chez Belin. Et je signale aussi au passage la parution de La République des Rumeurs de notre confrère Alexandre Duic chez Flammarion l'an dernier. Merci à vous Pascal Froissart. Merci.